Dans le cadre du festival de contes Il était une fois dans l'Est parisien, les bibliothécaires de la médiathèque Marguerite Duras ont lu en public le conte Le Genévrier des frères Grimm. Si vous n'avez pas pu y assister, profitez de l'enregistrement. Le conte du Genévrier. Il y a de cela bien longtemps, vivait un homme riche qui avait une femme de grande beauté. Ils s'aimaient tous les deux d'un grand amour, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils en désiraient tellement et la femme priait beaucoup, mais elle n'arrivait pas à en avoir. Devant leur maison s'ouvrait une cour où se dressait un beau genévrier. Et une fois, en hiver, la femme était sous le genévrier et se pelait une pomme. Son couteau glissa et elle se coupa le doigt assez profondément pour que le sang fît quelques taches dans la neige. La femme regarda le sang devant elle, dans la neige, et soupira très fort en se disant dans sa tristesse « Ah, si j'avais un enfant, si seulement j'avais un enfant vermeil comme le sang et blanc comme la neige !» Dès qu'elle eut dit ces mots, elle se sentit soudain toute légère et toute gaie, avec le sentiment que son vœu serait réalisé. Elle rentra dans la maison et un mois passa. La neige disparut. Un deuxième mois et tout avait reverdi. Un troisième mois et la terre se couvrit de fleurs. Un quatrième mois et dans la forêt les arbres étaient tout épais et leurs branches vertes s'entrecroisaient sans presque laisser de jour. Le cinquième mois passé, elle était un jour sous le genévrier et cela sentait si bon que son cœur déborda de joie et qu'elle en tomba à genoux, tant elle se sentait heureuse. Puis le sixième mois s'écoula et les fruits se gonflèrent, gros et forts, et la femme devint toute silencieuse. Le septième mois passé, elle cueillit les baies du genévrier et les mangea, toutes avec avidité. Et elle devint triste et malade. Au bout du huitième mois, elle appela son mari. « Quand je mourrai, enterre-moi sous le genévrier. » Elle en éprouva une immense consolation, se sentit à nouveau pleine de confiance et heureuse jusqu'à la fin du neuvième mois. Alors elle mit au monde un garçon blanc comme la neige et vermeil comme le sang, et lorsqu'elle le vit, elle en fut tellement heureuse qu'elle en mourut. Son mari l'enterra alors sous le genévrier, et la pleura tant et tant. Il ne faisait que la pleurer tout le temps. Mais un jour vint qu'il commença à la pleurer moins fort et moins souvent. Puis il ne la pleura plus que quelques fois de temps à autre. Puis il cessa de la pleurer tout à fait. Un peu de temps passa encore, maintenant qu'il ne la pleurait plus, et ensuite il prit une autre femme. De cette seconde épouse, il eut une fille, et c'était un garçon qu'il avait de sa première femme, un garçon vermeil comme le sang et blanc comme la neige. La mère, chaque fois qu'elle regardait sa fille, l'aimait beaucoup, beaucoup. Mais si elle regardait le petit garçon, cela lui écorchait le cœur de le voir. Elle se demandait comment faire pour que toute la fortune revînt à sa fille. Elle y réfléchissait, poussée par le malin, et elle se prit à détester le petit garçon, qu'elle n'arrêtait pas de chasser d'un coin à l'autre, le frappant ci, le pinçant là, le maltraitant sans cesse, de telle sorte que le pauvre petit ne vivait plus que dans la crainte. Quand il revenait de l'école, il n'avait plus un instant de tranquillité. Un jour, la femme était dans la chambre du haut, et la petite fille monta la rejoindre. « Mère, donne-moi une pomme. »« Oui, mon enfant. » Elle lui choisit dans le bahut la plus belle pomme qu'elle put trouver. Ce bahut, où l'on mettait les pommes, avait un couvercle épais et pesant, muni d'une serrure tranchante en fer. « Mère, est-ce que mon frère n'en aura pas une aussi ?»«
La femme en fut agacée, mais elle répondit quand même. Bien sûr, quand il rentrera de l'école. Mais quand elle le vit qui revenait, en regardant par la fenêtre, ce fut vraiment comme si le malin l'avait possédée. Elle reprit la pomme qu'elle avait donnée à sa fille en lui disant « Tu ne dois pas la voir avant ton frère. » Et elle la remit dans le bahut, dont elle referma le pesant couvercle. Et lorsque le petit garçon fut arrivé en haut, le malin lui inspira son accueil aimable et ses paroles gentilles. « Veux-tu une pomme, mon fils ?» Mais ses regards démentaient ses paroles, car elle fixait sur lui des yeux féroces, si féroces que le petit garçon lui dit « Mère, tu as l'air si terrible, tu me fais peur. Oui, je voudrais bien une pomme. » Sentant qu'il lui fallait insister, elle lui dit « Viens avec moi. » Et l'amenant devant le grand bahut, elle ouvrit le pesant couvercle et lui dit « Tiens, prends toi-même la pomme que tu voudras. » Le petit garçon se pencha pour prendre la pomme, et alors le diable la poussa et boum! Elle rabattit le lourd couvercle avec une telle force que la tête de l'enfant fut coupée et roula au milieu des pommes rouges. Alors elle fut prise de terreur, mais alors seulement, et pensa « Ah, si je pouvais éloigner de moi ce que j'ai fait !» Elle courut dans une autre pièce, ouvrit une commode pour y prendre un foulard blanc, puis elle revint au coffre, replaça la tête sur son cou, la serrant dans le foulard pour qu'on puisse rien voir et assit le petit garçon sur une chaise, devant la porte, avec une pomme dans la main. La petite Marlène, sa fille, vint la retrouver dans la cuisine et lui dit, tout en tournant une cuillère dans une casserole qu'elle tenait sur le feu, « Oh, mère, mon frère est assis devant la porte. Il est tout blanc. Il tient une pomme dans sa main. Et quand je lui ai demandé s'il voulait me la donner, il ne m'a pas répondu. J'ai peur. » Retourne-y, et s'il ne te répond pas, flanque-lui une bonne claque. La petite Marlène courut à la porte et demanda « Frère, donne-moi la pomme, tu veux ?» Mais il resta muet. Elle lui donna une gifle bien sentie en y mettant toutes ses petites forces. La tête roula par terre et la fillette eut tellement peur qu'elle se mit à hurler en pleurant et elle courut toute terrifiée vers sa mère. « Oh, mère, j'ai arraché la tête de mon frère !» Elle sanglotait à n'en plus finir. La pauvre petite Marlène, elle en était inconsolable. « Marlène, mais ma petite fille, mais qu'as-tu fait? Mais quel malheur! Mais à présent, tiens-toi tranquille et ne dis rien. Que personne ne le sache puisqu'il est trop tard pour y changer quelque chose et qu'on n'y peut rien. Nous allons le faire cuire en ragoût à la sauce brune. » La mère alla chercher le corps du garçonnet et le coupa en menus morceaux pour le mettre à la sauce brune et le faire cuire en ragoût. Mais la petite Marlène ne voulait pas s'éloigner et pleurait, et ses larmes tombaient dans la marmite tellement qu'il ne fallut pas y mettre de sel. Le père rentra à la maison pour manger, se mit à table et demanda « Où est mon fils ?» La mère vint poser sur la table une pleine marmite de ragoût à la sauce brune, et petite Marlène pleurait sans pouvoir s'en empêcher. « Mais où donc est mon fils ?»« Oh, il est allé à la campagne chez sa grande-tante. Il y restera quelques jours. »« Mais que va-t-il faire là-bas ? Et il est parti sans seulement me dire au revoir. » Il avait tellement envie d'y aller, il m'a demandé s'il pouvait y rester 6 semaines, et je lui ai permis. Il sera bien là-bas. Je me sens tout attristée. Ce n'est pas bien qu'il soit parti sans rien me dire. Il aurait pu quand même me dire adieu. Tout en parlant de la sorte, le père s'était mis à manger. Mais il se tourna vers l'enfant qui pleurait. « Marlène, mon petit, pourquoi pleures-tu ? Ton frère va revenir bientôt. » Puis il se tourna vers sa femme. « Ô femme, quel bon plat tu as fait là, serment encore. » Elle le resservit, mais plus il en mangeait, plus il en voulait. « Donne-m'en plus, je ne veux en laisser pour personne. Il me semble que tout est à moi et doit me revenir. » Et il mangea jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien, suçant tous les petits os qu'il jetait à mesure sous la table. Mais la petite Marlène se leva et alla chercher dans le tiroir du bas de sa commode le plus joli foulard qu'elle avait. Un beau foulard de soie. Puis, quand son père eut quitté la table, elle revint ramasser tous les os et les osselets qu'elle noua dans son foulard de soie, pour les emporter dehors, en pleurant à gros sanglots. Elle alla et déposa son petit fardeau sous le genévrier. Et quand elle l'eut mis là, soudain, son cœur se sentit tout léger, et elle ne pleura plus.
Le genévrier se mit à bouger, écartant ses branches et les resserrant ensemble. Puis il eut soudain comme un brouillard qui descendit de l'arbre jusqu'au sol, et au milieu de ce brouillard, c'était comme du feu. Et de ce feu sortit un oiseau splendide, qui s'envola très haut dans les airs en chantant merveilleusement. Lorsque l'oiseau eut disparu dans le ciel, le genévrier redevint comme avant, mais le foulard avec les ossements n'était plus là. La petite Marlène se sentit alors toute légère et heureuse, comme si son frère était vivant. Alors elle rentra toute joyeuse à la maison et se mit à table et mangea. L'oiseau qui s'était envolé si haut redescendit, se posait sur la maison d'un orfèvre, et là il se mit à chanter. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour recueillir mes os jetés. Dessous la table et les nouées dans son foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. Bel oiseau que je suis. L'orfèvre était à son travail, dans son atelier, occupé à fabriquer une chaînette d'or, mais lorsqu'il entendit l'oiseau qui chantait sur son toit, cela lui parut si beau qu'il se leva précipitamment, et courut ainsi jusqu'au milieu de la rue. Alors il resta là, et regarda le bel oiseau auquel il dit « Oiseau, que tu sais bien chanter, comme c'est beau. Chante-le-moi encore une fois ton morceau. » Non, je ne chante pas 2 fois pour rien. Donne-moi la chaînette d'or, et je chanterai encore. Tiens, prends la chaînette d'or, elle est à toi. Et maintenant, chante-moi encore une fois ton beau chant. L'oiseau vint prendre la chaînette d'or avec sa patte droite et se mit face à l'orfèvre et chanta « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour recueillir mes os jetés dessous la table et les nouer dans son foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. » Bel oiseau que je suis. Et aussitôt, il s'envola pour aller se poser sur le toit de la maison d'un cordonnier, où il chanta de nouveau. Le cordonnier entendit ce chant et courut en bras de chemise devant sa porte pour regarder sur son toit. « Oiseau, comme tu sais bien chanter !» Il rentra chez lui pour appeler sa femme. « Femme, viens voir un peu dehors, il y a un oiseau, regarde-le, cet oiseau qui sait si bien chanter. » Il était si beau, avec ses plumes rouges et vertes, et du jaune autour de son cou, on aurait dit de l'or pur, et ses yeux scintillants, on aurait dit qu'il avait 2 étoiles dans la tête. Oiseau, maintenant chante encore une fois ton morceau. Non, dit l'oiseau, je ne chante pas 2 fois pour rien, il faut que tu me fasses un cadeau. Femme, monte au grenier, sur l'étagère la plus haute, il y a une paire de chaussures rouges. Rapporte-les-moi. La femme monta et rapporta les chaussures. Tiens, c'est pour toi, l'oiseau. Et maintenant, chante encore une fois. L'oiseau descendit et prit les chaussures dans sa patte gauche, puis il s'envola sur le toit, où il chanta « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour recueillir mes os jetés dessous la table et les nouer dans son foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. » Quand il eut chanté, il s'envola, serrant la chaîne d'or dans sa patte droite et les souliers dans sa gauche. Et il vola loin, loin jusqu'à un moulin qui tournait. Et devant la porte du moulin, il y avait 20 garçons meuniers qui piquaient une meule au marteau. Alors l'oiseau alla se percher sur un tilleul et commença à chanter. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour recueillir mes os jetés dessous la table et les nouer dans son foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. Bel oiseau que je suis. Ils s'arrêtèrent et l'un d'eux dit « Oiseau, ce que tu chantes bien. Fais-moi entendre encore une fois ce que tu as chanté. Je n'ai pas entendu. » Non, je ne chante pas 2 fois pour rien. Donne-moi la meule et je chanterai encore une fois. Tu l'aurais bien sûr si elle était à moi toute seule. S'il chante encore une fois,
Il est juste qu'il l'est. Il n'a qu'à la prendre. L'oiseau descendit de l'arbre et les 20 garçons meuniers avec des leviers soulevèrent la lourde meule. Et l'oiseau passa son cou par le trou du centre, prenant la meule comme un collier, dans lequel il s'envola de nouveau sur son arbre pour chanter. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour recueillir mes os jetés dessous la table et les nouer dans son foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. Bel oiseau que je suis. Dès qu'il eut fini, il déploya ses ailes et s'envola. Il y avait la chaînette d'or dans sa serre droite, la paire de souliers dans sa serre gauche, et la meule était autour de son cou. Et il vola ainsi loin, loin, très loin, jusqu'à la maison de son père. Le père, la mère et petite Marlène sont assis à table. C'est drôle, comme je me sens bien tout rempli de lumière. Oh, pas moi. Je me sens accablée comme s'il allait éclater un gros orage. Petite Marlène est sur sa chaise qui pleure sans rien dire. L'oiseau donne ses derniers coups d'aile et quand il se pose sur le toit de la maison... Ah, je me sens vraiment tout joyeux et le soleil est si beau. Il me semble que je vais revoir une vieille connaissance. Oh, pas moi. Je me sens oppressée et tout apeurée. J'ai les dents qui claquent et dans mes veines on dirait qu'il y a du feu. Elle se sent si mal qu'elle déchire son corsage pour essayer de respirer et se donner de l'air. Et la petite Marlène dans son coin est là, qui pleure. L'oiseau est venu se percher sur le genévrier. Il se met à chanter. Alors la mère se bouche les oreilles et ferme les yeux pour ne rien voir ni entendre. Mais ses oreilles bourdonnent et elle entend comme un terrible tonnerre dedans. Ses yeux la brûlent et elle voit comme des éclairs dedans. Mon père m'a mangé. Oh, mère! Dehors, il y a un splendide oiseau qui chante merveilleusement. Le soleil brille et chauffe magnifiquement. On respire un parfum qui ressemble à la cannelle. Ma sœurette Marlène a pris de la peine. La petite Marlène cache sa tête dans ses genoux et pleure de plus en plus. Je sors, il faut que je voie cet oiseau de tout près. Oh non, n'y va pas. Il me semble que toute la maison tremble sur la base et qu'elle s'effondre dans les flammes. L'homme alla dehors néanmoins et regarda l'oiseau. Pour recueillir mes os jetés dessous la table et les nouer dans son foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. Bel oiseau que je suis. Aux dernières notes, l'oiseau laissa tomber adroitement la chaîne d'or qui vint juste se mettre autour du cou de l'homme, exactement comme un collier qui lui allait très bien. Regardez, voilà le cadeau que ce bel oiseau m'a fait, cette magnifique chaîne d'or. Et voyez comme il est beau. Mais la femme, dans son angoisse, s'écroula de tout son long dans la pièce et son bonnet lui tomba de la tête. L'oiseau, de nouveau, chantait. Ma mère m'a tué. Oh, si je pouvais être à 1000 pieds sous la terre pour ne pas entendre cela. Mon père m'a mangé. La femme retomba sur le dos, blanche comme une morte. Ma sœurette Marlène chantait l'oiseau, et la petite Marlène s'exclama. Je vais sortir aussi, et voir quel cadeau l'oiseau me fera. Elle se leva et sortit. A pris de la peine. Ah oui, j'ai oublié. Ma sœurette Marlène. Elle se leva et sortit. A pris bien de la peine pour recueillir mes os jetés dessous la table et les nouer dans son foulard de soie. Avec ces mots, l'oiseau lui lança les souliers qu'elle a portés sous le genévrier. Bel oiseau que je suis. La petite Marlène sentit que tout devenait lumineux et gai pour elle. Elle enfila les souliers rouges et neufs et se mit à danser et à sauter tellement qu'elle s'est trouvée si bien, rentrant toute heureuse dans la maison. Oh, moi qui me sentais si triste quand je suis venue dehors, et à présent tout est si clair. C'est vraiment un merveilleux oiseau que celui-là, et il m'a fait cadeau de souliers rouges. Que non, pour moi c'est comme si le monde entier s'anéantissait. Il faut que je sorte aussi. Peut-être que je me sentirai moins mal dehors. Mais aussitôt qu'elle eut franchi la porte, badaboum, l'oiseau laissa tomber la meule sur la tête et la lui mit en bouillie.
Le père et petite Marlène entendirent le fracas et sortirent pour voir. Mais que virent-ils? De cet endroit s'élevait une vapeur qui s'enflamma et brûla en montant comme un jet de flamme. Et quand ce fut parti, le petit frère était là. Il les prit tous les deux par la main. Et tous trois, pleins de joie, rentrèrent dans la maison, se mirent à table et mangèrent.